fait une thèse en aménagement et urbanisme, donc dans un département de géographie, et ensuite j'ai été recrutée en sociologie de l'éducation, qui est aussi une matière que j'enseigne. Alors je vais structurer cette présentation en deux grandes parties, un petit peu comme a fait Sébastien tout à l'heure, on a un peu la même stratégie. D'abord, je vais faire quelques rappels un petit peu de sociologie des inégalités sociales à l'école. Donc je vais redire une partie des choses qu'il a dit tout à l'heure, mais on entend un petit peu plus dans le détail de l'approche sociologique de ces inégalités. Voilà, je ne sais pas trop si certains ou certaines d'entre vous ont déjà fait de la sociologie, et donc il ne faudra pas hésiter à m'interrompre si le niveau de ce que je dis est trop peu précis ou trop précis, voilà, pour que je puisse ajuster un petit peu la densité de mon propos. Et puis, dans une deuxième partie, je vais plutôt m'intéresser à ce qui est original de mon point de vue, à ma boutique, c'est-à-dire à la dimension spatiale des inégalités, en vous parlant des enjeux de ségrégation scolaire. Donc là, les questions tout à l'heure faisaient une belle transition, puisque Sébastien parlait du cas de la ségrégation aux États-Unis, et voilà, de ce que ça changeait un petit peu dans les dynamiques de classe, donc on pourra discuter un peu de ça. Et puis je vous parlerai ensuite de la question des politiques, et je ferai un focus sur mon objet de recherche qui est le fonctionnement de Parcoursup. Voilà. Bon, alors évidemment, j'ai prévu plein de choses et je vais ajuster en fonction de vos éventuelles questions, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis on gardera un petit peu de temps à la fin pour pouvoir échanger ensemble. Alors, dans cette première grande partie sur la sociologie des inégalités scolaires, je voudrais faire un peu quelques rappels pour qu'on ait une sorte de vocabulaire un peu commun et puis que peut-être ça puisse faire écho avec vos pratiques. Donc, en gros, ce qui est intéressant en sociologie de l'éducation, c'est que c'est très articulé, comme on l'a senti tout à l'heure, à d'autres types de sociologie, donc d'autres types de littérature, sociaux de la famille. Je vais beaucoup parler des socialisations ce matin, sociaux du travail et sociologie de la culture. Donc c'est une sorte de zone un petit peu qui interagit avec plein de littérature et plein de corpus. Et en gros, ce qu'on peut observer dans la littérature, c'est que au début du XXe siècle, dans la lignée de Durkheim notamment, la manière dont la sociologie aborde l'éducation, c'est vraiment une question centrée sur la socialisation des jeunes générations. Donc je ne vais pas vous lire les citations hyper longues que j'ai mises, mais bon, je vous donnerai le support de diaporama s'il y a des personnes qui sont intéressées après. Mais en gros, ce que dit Durkheim, c'est qu'il y a une action méthodique qui se fait sur les jeunes générations et qui les socialise. Et donc, pour le dire un peu rapidement, en lien avec la construction de l'école républicaine qu'on a un peu tous en tête, l'école de Jules Ferry, etc., la sociologie essaye de documenter comment l'école va produire une génération de citoyens, citoyennes, etc. Et donc, il y a une problématique autour de la socialisation qui est assez forte à ce moment-là. Et puis arrivent au fur et à mesure des évolutions du système scolaire en lien avec sa massification, donc augmentation des effectifs très forte au XXe siècle, qui affaiblit le principe d'organisation des filières du système scolaire qui auparavant était très structuré selon le sexe et la classe sociale. Il y avait des écoles pour les filles et des écoles pour les garçons, et il y avait des écoles pour les classes supérieures et des écoles pour les classes populaires. Voilà, qui était à peu près organisé entre primaire et secondaire, même si en fait, c'était très compliqué et que quand on regarde les travaux d'historiens, on voit qu'il y a des écoles primaires supérieures, etc. C'est en fait assez technique. Mais donc pour résumer, je cite Joanny Caillois-Tremblière qui dit « Aux écoles divisées en réseaux de socialisation, le primaire comme école du peuple et le secondaire comme école des notables, la Ve République va substituer un système scolaire qui accueille d'abord l'ensemble des enfants au sein d'un même cursus et qui les distingue selon leurs aptitudes et leurs mérites. » Donc cette construction du système scolaire qui va s'organiser selon le mérite ou le niveau scolaire, c'est un truc en fait assez récent dans l'histoire de l'école, quoi. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup, la sociologie de l'éducation va changer de problématique centrale. Et donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en lien avec ces évolutions-là, le cœur de la problématique va devenir la question des inégalités. Et on va avoir plein de travaux qui vont, du coup, dans les années 60, essayer de poser ces questions d'inégalité à l'école, ce qui va résonner avec des enjeux plus politiques ou philosophiques, mais qui sont encore actuels. Le premier que j'identifie, c'est la question de la cumulativité des inégalités dans le système scolaire. En gros, comment est-ce qu'on peut décrire à la fois ce qui se passe à des échelles micro et ce qu'on voit en forme agrégée dans les évaluations, je ne sais pas, PISA par exemple, on voit des inégalités très fortes. Et puis un deuxième enjeu qui résonne avec la présentation de tout à l'heure, celui de la méritocratie. C'est-à-dire le fait qu'on justifie les inégalités dans les sociétés actuelles, notamment la société française, par le fait que les individus sont rendus responsables de leur position, de l'acquisition de leur diplôme, qui est considéré comme un mérite individuel, etc.
Alors, je rappelle pour la petite histoire que méritocratie, c'est un terme à l'origine qui a été utilisé par un sociologue britannique qui s'appelle Young, en 1964, comme un terme ironique désignant un régime absolument tyrannique et horrible, où les gens obtiendraient leur position sociale en fonction de leur mérite individuel, ce qui pour lui était une sorte de dystopie terrible, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est un terme qui est complètement passé dans le langage médiatique, politique, comme une chose à viser, voilà, positivement. Alors, la manière dont les sociologues ont travaillé un peu la question, c'est d'abord en essayant de faire le lien entre la question des inégalités sociales et du capital culturel. Et donc, je vais essayer de structurer ça en trois petits passages. D'abord, vous parler de cette question du capital culturel. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Comment ça a été utilisé historiquement? Puis, vous montrer comment les socialisations ont fait leur retour dans des travaux récents, même si, Sébastien en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis après, vous parler un peu des stratégies familiales qui sont aussi documentées par les sociologues pour comprendre comment se construisent ces inégalités. Alors, le terme de capital culturel, c'est un terme qui est utilisé par Bourdieu et Passeron dès 1964, dans un ouvrage qui a fait un petit peu un coup de tonnerre à l'époque, qui s'appelle « Les héritiers ». Le sous-titre, c'est « Les étudiants et la culture ». Donc, c'est juste avant mai 68. Et dans ce bouquin-là, il fait un très fort effet, parce que dans ce moment-là, des années 60 en France, les analyses les plus classiques sur les inégalités, c'est des analyses plutôt marxistes, qui disent que en fait, les inégalités sont liées à l'économie. En fait. Enfin, c'est des approches très matérialistes qui disent les inégalités à l'école, c'est qu'il y a une école qui est inégalitaire envers les pauvres et où les riches réussissent mieux parce qu'ils vont avoir des formations plus longues, qui vont les amener à des métiers d'exécution, etc. Bon. Et Bourdieu et Passeron disent « Ah non, mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, oui, mais pas seulement. Surtout, ce qui fait de la différence dans les trajectoires des individus, c'est pas le niveau de revenus de leurs parents, dans les modèles statistiques qu'on peut construire, c'est plutôt le diplôme de leurs parents. Et en fait, le principe des héritiers, c'est de dire « Tout se passe comme si on héritait du diplôme de ses parents ». Et donc là, ça fait un énorme scandale, en fait, d'écrire ça en 64, puisque ça met en crise la méritocratie, d'emblée. Tout se passe comme si on héritait du diplôme de nos parents, c'est-à-dire quel est notre mérite individuel à avoir ce diplôme, finalement. Voilà. Et alors, cette théorie du capital culturel, Bourdieu et Passeron l'articulent très rapidement à ce qu'ils appellent l'indifférence aux différences de l'école. L'école fait comme si tout le monde partait sur la même ligne de départ, alors qu'en fait, il y a évidemment des décalages qui sont liés au fait que les parents soient diplômés ou non et transmettent du coup une partie de cette socialisation, comme on verra tout à l'heure, à leurs enfants. Bon, cette théorie, elle est du coup stabilisée dans un ouvrage qui lui succède, qui s'appelle « La reproduction », dans lequel Bourdieu et Passeron montrent que l'école favorise en effet les héritiers, bon, ça on avait à peu près compris, mais deuxième élément un peu plus fort dans leur théorie à ce moment-là, c'est de dire qu'en fait l'école va légitimer ces différences avec ce qu'ils appellent l'idéologie du don. Donc ça fait tout à fait écho à la présentation précédente, mais du coup, ils insistent vraiment sur la fonction idéologique de l'école, qui n'est pas seulement de sélectionner socialement, scolairement, mais qui est aussi de faire admettre aux individus leurs responsabilités individuelles dans leur position sociale et de faire que les personnes qui ont des bonnes notes à l'école se sentent douées, talentueuses, etc. Bon. Et donc, je les cite, « L'organisation et le fonctionnement du système scolaire reproduisent continuellement et selon des codes multiples les inégalités de niveau social en inégalités de niveau scolaire. » C'est ça la théorie de la reproduction, c'est qu'en fait l'école c'est une courroie de transmission qui permet de transmuter des inégalités sociales en titres scolaires en faisant comme si c'était lié à du mérite individuel, donc en justifiant la reproduction à la génération d'après. Bon. Alors, cette question des inégalités scolaires, elle est aussi à lire en fonction de la question de la massification. Donc, la sociologie a ensuite documenté, après les années 60, des vagues de massification qui ont fait bouger un petit peu le système scolaire. Là, je vous montre un graphique qui n'est pas facile à lire, mais je vais essayer de vous le décrypter rapidement, qui est issu d'un travail récent publié avec plusieurs collègues, où en gros, on a combiné plein de sources de données pour essayer de montrer qu'on est maintenant dans ce qu'on pourrait appeler la troisième explosion du système scolaire français. Alors la première, elle est assez connue, c'est une forte augmentation qui est liée justement à 68, donc qui fait exploser les universités, enfin dont les effectifs augmentent très fortement dès les années 60.
La deuxième explosion scolaire, elle est plutôt liée aux années 80, et donc elle se traduit notamment, elle est liée à la création du bac professionnel en 85, par exemple, qui fait augmenter très fort le taux de diplomation de bacheliers. Mais il faut savoir qu'une partie de cette massification, elle est en fait liée aussi au développement des filières professionnelles, qui permettent d'atteindre le 80% au bac, comme objectif posé par Chevènement dans ces années 80. Et puis cette deuxième explosion scolaire, elle se traduit à l'université par une augmentation du coup des poursuites d'études, par la création de nouvelles universités à l'époque. C'est le plan U2000 dans les années 90. Et puis quelque chose de plus nouveau dans ce papier qui est publié en 2023, c'est de montrer qu'on est dans une sorte de troisième explosion scolaire. Donc ensuite, vous voyez, donc ça grimpe, il y a une sorte de plateau dans les courbes. Et puis ça se remet à grimper un petit peu dans les poursuites d'études à la fin du graphique. Et ça, c'est ce qu'on appelait la troisième explosion scolaire. Et c'est lié à deux choses. C'est lié à une augmentation des aspirations de poursuite d'études, où de plus en plus de gens veulent poursuivre à l'université ou dans l'enseignement supérieur après leur baccalauréat, premier élément. Et c'est lié aussi, c'est lié aussi à une augmentation démographique. C'est-à-dire pas seulement du pourcentage, mais aussi du stock, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont fait des enfants au début des années 2000. Il y a une sorte de mini-boom démographique qu'on a tous senti dans le système scolaire à différentes phases, du coup, avec des préfabriqués se construisant dans les écoles, d'abord très vite en primaire, puis dans les collèges, puis dans les lycées, et paf, ça arrive en 2017 à l'université, et ça se traduit par, je vous le donne en mille, Parcoursup. Et quelques années plus tard, ça se traduit par quoi? Par mon master. Donc j'y reviendrai tout à l'heure sur l'analyse de ces systèmes de régulation-là. Mais en tout cas, c'est une manière du coup d'analyser ces inégalités, c'est une manière pour la sociologie d'essayer de documenter comment le système scolaire va bouger à partir des années 60. Donc là, je vous mets un extrait du Monde en 2000, avec un titre « Les nouveaux publics étudiants ébranlent les premiers cycles universitaires », avec toute cette problématique en sociologie des inégalités scolaires de qui sont ces nouveaux étudiants, qui sont ces nouveaux élèves, est-ce que ça remet en cause l'école, etc. Pardon. Et donc, une partie de ces travaux sociologiques consiste à mettre en évidence une reconfiguration des inégalités avec cette massification. Donc les inégalités ne tiennent plus tellement au fait de poursuivre ou non des scolarités longues, puisqu'en fait le temps d'études s'est allongé un peu pour tout le monde, mais elles tiennent surtout au parcours qu'on va avoir dans l'institution scolaire. C'est ça la reconfiguration des inégalités qui est mise en évidence par les collègues. Et donc notamment, on voit dans les années 90 que cette reconfiguration des inégalités, elle va toucher différentes catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est un truc qui est assez peu connu, donc j'en remets une petite couche, j'en profite pour diffuser cette idée. Mais on a dès les années 2000, et puis plus récemment aussi, vous allez le voir, des travaux qui montrent que dans les années 90, on a une réaugmentation des inégalités. Alors ça, c'est vrai dans le monde social en général, hein, c'est pas que à l'école, mais donc on a une restructuration des inégalités dans les années 90. C'est pas pour rien qu'il y a des grandes grèves en 95. Hein. Et cette réaugmentation des inégalités à l'école, elle se marque par un recul du taux de diplomation baccalauréat pour les catégories populaires les plus précarisées. Voilà, alors on a un peu cette idée que la massification, c'est une progression plus ou moins rapide de toutes les catégories sociales qui ont de plus en plus le bac. Non, en fait. Il y a aussi des écarts qui réaugmentent entre certaines catégories sociales. Et pour mesurer ça, en fait, ça dépend vraiment de la finesse de l'outil statistique qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une comparaison, je ne sais pas, classe populaire, classe favorisée, ou est-ce qu'on a, par exemple, les types d'origine sociale précises, c'est-à-dire, est-ce que dans les classes populaires, on fait partie des personnes qui sont des ouvriers vraiment non qualifiés, voire des inactifs, voire même de la précision, ce qu'on a maintenant plus fortement depuis la refonte de la PCS de 2020, des précisions au niveau du ménage. C'est-à-dire, on sait, est-ce que c'est des familles monoparentales, est-ce que les deux référents ont le même type de boulot, est-ce qu'il y a une hétérogamie dans le couple, et ça, en fait, ça a des effets sur les parcours scolaires des enfants. Bon, je passe vite, mais n'hésitez pas à m'interrompre si ça vous intéresse, pour que je développe un petit peu. Mais en gros, là, je vous cite une publication de collègues qui travaillent à l'ADEP, dont parlait Sébastien tout à l'heure. Il montre que les élèves originaires des milieux sociaux les plus défavorisés, notamment les employés de service, les ouvriers non qualifiés et les inactifs, ont vu leur chance de devenir bacheliers se contracter, voire blesser sensiblement dans le cas des enfants d'employés de service à partir de ces années 90. Donc c'est un élément intéressant. Alors cette reconfiguration des inégalités, Bourdieu et Champagne, ils appellent ça les exclus de l'intérieur. Ils disent que maintenant, dans le système scolaire, on a des personnes qui sont maintenues dans le système scolaire, alors qu'auparavant, elles étaient exclues, mais que ces nouveaux exclus sont exclus à l'intérieur du système scolaire. Donc, alors je les cite, bon, c'est Bourdieu, donc c'est un peu
roboratif comme type d'écriture, mais c'est pas inintéressant de l'avoir dans le texte quand même. La structure de la distribution différentielle des profils scolaires et des profils sociaux corrélatifs s'est maintenue, pour l'essentiel au prix d'une translation globale des écarts. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin pour obtenir à peu près la même position sociale de sortie. Avoir une licence aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avoir une licence dans les années 80. C'est ce que veut dire cette première partie de phrase. Mais avec une différence fondamentale toutefois. Le processus d'élimination étant différé et étendu dans le temps, et par là comme dilué dans la durée, l'institution est habitée durablement par des exclus en puissance, qui emportent les contradictions et les conflits associés à une scolarité sans autre fin qu'elle-même. Donc on a des gens qui sont maintenus dans l'institution scolaire par cet effet de massification et de prolongation des études, mais qui vont importer dans l'institution des formes de contradiction, puisqu'en fait ils ne sont pas ajustés à cette position institutionnelle. Bon. Et ce que l'on peut montrer aussi en sociologie, c'est qu'une partie de cette reconfiguration, ça va passer du coup par des inégalités entre filières et entre établissements. Ça, on va y revenir puisque je vais vous détailler dans la deuxième partie un peu une approche spatiale, donc par établissement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a en effet des écarts entre filières qui sont importants. Et donc, mesurer la massification, par exemple, vous n'avez pas du tout les mêmes types de résultats en termes de croissance ou décroissance des inégalités si vous tenez compte de la filière du bac ou si vous regardez juste avoir le bac sans distinguer si c'est un bac techno, un bac pro ou un bac général. Si on regarde juste l'accès au bac, ah oui, les inégalités baissent. Si on regarde le type de bac, là, ça marche moins bien. Et surtout, du coup, la probabilité pour les enfants d'ouvriers d'obtenir le bac, en fait, elle est très liée à cette inscription dans les filières professionnelles. Donc voilà, c'est un élément de méthodo qui est intéressant à avoir en tête. Alors récemment, il y a une petite reconfiguration des travaux en sociologie sur ces questions-là. À partir des années 90, des chercheurs ont essayé d'ouvrir la boîte noire du capital culturel. Alors, bon, j'explique. En gros, Bourdieu, il dit « tout se passe comme si on héritait du diplôme de nos parents ». Bon. Et puis dans les années 90, des personnes comme Bernard Lahire vont dire mais en fait on hérite. Enfin, comment ça on hérite du diplôme de nos parents, ça passe par quoi, qu'est-ce qui nous est transmis? Donc voilà, cet enjeu de la transmission. Alors Bourdieu dit par osmose du capital culturel, ça a beaucoup interrogé les chercheurs et les chercheuses qui se sont dit mais en fait ça passe par quelle méthode de transmission? Et donc il y avait un enjeu méthodologique dans les années 90 de changement d'échelle d'analyse et de méthode. Maintenant qu'on avait bien objectivé des très grosses inégalités avec des outils statistiques, des panels, des statistiques descriptives, voilà, même des modèles, des régressions, etc., il s'agissait qualitativement d'aller voir dans les classes, dans les familles, comment étaient transmises ces inégalités, comment elles se construisaient petit à petit. Et du coup, les chercheurs, comme Lahire notamment, ils ont pas mal travaillé par observation, donc ça fait écho aussi à la présentation précédente, mais aussi par des enjeux de portrait. Par exemple, réaliser un portrait sociologique, c'est une méthode qui émerge, enfin qui se popularise un peu dans ces années-là. Et ça consiste, par exemple, à aller faire plusieurs entretiens avec un élève, faire aussi des entretiens avec ses parents, faire des entretiens avec ses enseignants, un peu avec toutes les personnes structurantes autour de lui, et donc comme ça essayer de rendre compte qualitativement, avec le plus de finesse possible, de la position sociale de cette personne, pour essayer de faire émerger ensuite une compréhension des singularités en voyant des lignes de force qui, elles, se retrouvent entre plusieurs portraits. Bon, je ferme cette parenthèse méthodo et je zoome sur les résultats de ce que ça donne. Et donc le premier résultat un petit peu central, c'est que, en effet, une partie de cette transmission du capital culturel, elle passe par le langage. C'est pas pour rien que Sébastien, tout à l'heure, axait sa présentation sur les prises de parole. Le langage, c'est écrire, lire et parler. Et donc, ce que montre Bernard Lahire dès les débuts des années 90, c'est que les élèves, notamment, donc lui, il observe des élèves de primaire, il va aller regarder leur rédaction. Donc, en termes de méthode, c'est intéressant aussi. Il regarde ce qu'ils écrivent et il regarde les commentaires des enseignants. Donc, voilà, qu'est-ce qui a marqué dans la marge? Est-ce qu'il y a marqué « charabia », point d'exclamation, ou on ne comprend rien, ou « super, très bien ». Enfin, c'est ça la méthode. Et du coup, son résultat central, c'est de dire que les élèves de milieux favorisés ont ce qu'il appelle un rapport réflexif au langage. Alors réflexif, c'est un mot un peu compliqué pour dire un truc très simple, qui vient de reflet. Avoir un rapport réflexif à quelque chose, c'est se voir en train de le faire, ou se regarder en train de le faire, comme si on se regardait dans un miroir. Donc c'est ce que font les chercheurs et les chercheuses quand ils expliquent leur méthode de recherche. Ils mettent un petit miroir en disant « alors j'ai construit mon panel comme ça, avec ça ». Voilà. Et donc je vois les limites aussi de ce que je fais, parce que me voyant en train de le faire, je vois que voilà. Mais pour les élèves, c'est hyper important du point de vue du rapport au langage, parce que se voir en train de lire, écrire ou parler, c'est aussi être capable d'imaginer, par exemple, quand on est en train d'écrire, d'imaginer un lecteur.
Donc avoir un rapport réflexif au langage, c'est être capable de se positionner comme narrateur d'un texte. C'est-à-dire de se dire que son texte va être lu ensuite par l'enseignant. Et en fait, les élèves de milieu populaire n'ont pas forcément ce type de rapport au langage, ils ont plutôt un rapport oral-pratique au langage, qui permet de transmettre des informations et de faire des choses, mais pas forcément un rapport esthétisé réflexif qui implique une lecture par une autre personne ensuite. Bon, alors lui dit que ce rapport réflexif se développe dans des pratiques nourries d'écriture, où on travaille avec sa famille pour manipuler des phrases, trouver l'ordre chronologique ou logique, faire un brouillon, classer ses idées, éliminer les idées, faire un plan, rédiger, se relire, etc. Et donc le commentaire charabia sur les rédactions, c'est lié à des élèves qui en fait vont raconter par exemple leur week-end sans avoir du tout un ordre chronologique, parce qu'ils le racontent comme ils le feraient à l'oral à un copain, mais en fait ça ne marche pas dans un texte écrit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui sont un peu anciens, mais toujours finalement d'actualité. Plus récemment, Stéphane Bonnery, lui, il a travaillé sur les pratiques lectorales des familles. Et donc ce qui montre notamment, c'est que pour un même ouvrage, donc lui, sa méthode, c'est d'aller donner un même album jeunesse à plusieurs familles et ensuite aller observer comment est-ce qu'on lit l'album en famille. Donc les sociologues sont en position d'observateur de ça. Et il montre qu'en fait, la pratique de la lecture d'albums jeunesse, elle s'est beaucoup diffusée. Donc en fait, les classes populaires sont converties à la poursuite d'études de leurs enfants. Vous allez voir tout à l'heure qu'elles ont aussi des stratégies scolaires, etc. Elles lisent des livres. Tout le monde a bien compris que lire des livres, c'est important pour apprendre à lire, réussir à l'école. Donc tout le monde le fait, simplement tout le monde ne le fait pas de la même manière. Et donc, notamment, dans les classes populaires, ce qu'il identifie, c'est une lecture oralisante, où les parents ou les adultes vont vraiment lire le livre mot à mot, mais presque avec un rapport très révérencieux à l'ouvrage, c'est-à-dire sans discussion avec l'enfant, page par page, en mode on lit l'histoire, on se concentre sur l'histoire, on la lit jusqu'à la fin, et parfois à la fin, on peut avoir un rapide échange, tu as aimé, tu n'as pas aimé, voilà, mais vraiment quelque chose qui clôt l'activité. Une pratique soit oralisante, soit même restitutive pour certaines classes populaires un petit peu plus diplômées ou avec un rapport à l'école un peu plus fort, avec des études qui ont été suivies par les parents par exemple. Mais c'est assez loin de deux autres types de lecture qu'il identifie. Une lecture plutôt de famille, disons, favorisée, mais plutôt en termes de capital économique, qui elles vont être surtout sur de la lecture plaisir. Voilà, moment plaisir, la lecture comme loisir, etc. Et l'autre type, qui est le type le plus favorisé par l'école, qui est le type de lecture qu'ont les familles favorisées du point de vue du capital culturel, typiquement dont le parangon, c'est les enfants, enfin les familles d'enseignants, quoi. Voilà. La manière dont les enseignants lisent avec leurs enfants, c'est une lecture qu'il appelle cultivée élaborative, où on essaye de... Déjà, on va lire l'ouvrage plusieurs fois, et à chaque lecture de l'ouvrage, on va essayer de pointer des indices différents, de faire repérer des indices à l'enfant, de travailler sur l'ironie, peut-être les indices cachés, parce que c'est un ouvrage qui s'y prête, hein, donc il a choisi un album jeunesse où il y a une révélation à la fin, et voilà, une sorte de coup de suspense, voilà. Et donc voilà, avec des lectures successives, avec des compréhensions successives, et on discute avec l'enfant de ses interprétations sans forcément le corriger tout de suite. On le laisse construire des hypothèses, et puis on se dit, on aura le temps de recalibrer les interprétations qu'a l'enfant sur cet ouvrage, puisqu'en fait, on va le lire plusieurs fois et que c'est une pratique qui est inscrite dans le temps. Bon. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un exemple de type de travaux récents sur cette question des inégalités scolaires construites en famille. Mais les sociologues montrent aussi, et donc là, on pourrait citer Lahire, dont parlait aussi Sébastien tout à l'heure, mais en gros, ces rapports à l'école, c'est pas seulement du rapport au langage, et ça fait jouer plein d'autres choses, notamment du rapport au temps. Alors, c'est la manière dont, par exemple, on se projette dans le temps, puisque le temps scolaire, c'est un temps, donc les sociologues disent que c'est un temps régulier, avec des scansions temporelles hyper régulières. Alors, c'est organisé par semaine, la journée est organisée par temps, les récréations, c'est toujours à la même heure, un semestre universitaire, c'est organisé en temps de semaine, à la fin, il y a les examens. Bon, voilà. Donc, c'est un rapport au temps hyper régulier, alors qu'on a des socialisations temporelles très inégales dans les familles. Et notamment, la présence des montres, des plannings, des calendriers est très inégale selon les familles. Et ça va aussi avec des pratiques d'écriture. Donc le rapport au langage, il est articulé avec un rapport au temps, où on va écrire des choses, notamment des calendriers. Donc par exemple, afficher les emplois du temps des enfants, pour que toute la famille puisse savoir qui fait quoi, à quelle heure, quelle activité, etc. Ça, c'est un truc qui est hyper, disons, qui donne un temps d'avance aux enfants, après, pour se projeter dans le temps scolaire et se situer, etc. Bref, ça a été aussi beaucoup travaillé sur la question des rapports à l'autorité. Donc ça, c'est des travaux un peu plus récents sur la manière dont, dans certaines familles,
plutôt de milieu populaire, l'autorité, elle est plutôt liée au statut des personnes, donc au statut d'adulte notamment, par rapport aux enfants. Donc les sanctions et les règles, elles sont liées au fait que les gens donnent des orientations de comportement à leurs enfants parce que ce sont les adultes ou les grands frères, grandes sœurs, etc. Alors que dans les familles de milieux plutôt favorisés, notamment avec du capital culturel, la règle, elle est plutôt impersonnelle. Je donne un exemple. Dans des familles de milieux populaires, la règle, ça peut être d'éteindre la télévision parce qu'on se dit qu'il y a eu trop de télévision. C'est l'adulte qui dit « maintenant on éteint la télévision ». Voilà, on a trop fait d'écran aujourd'hui, on éteint la télévision. Dans les familles avec beaucoup de capital culturel, il y a une règle impersonnelle qui est les écrans, c'est tant de minutes par jour, c'est pas les veilles de cours, etc. Et donc l'adulte n'a même pas besoin de dire cette règle, elle est appropriée par les enfants. Et si elle n'est pas suivie, elle se suit de sanctions qui sont elles-mêmes inscrites dans le temps. Si je te vois en train de regarder la télé alors que ça n'est pas le bon horaire, eh bien du coup, tu ne pourras pas regarder la télé pendant 2 semaines. Je donne un exemple comme ça. Et ensuite, ces sanctions sont vraiment mises en place par les familles, en effet. Alors que dans les milieux populaires, la sanction, elle est plutôt sur le coup et elle n'est pas forcément mise en place dans une temporalité. Et donc, voilà, il y a tout un enjeu de comment est-ce qu'on s'approprie les règles. Et à l'école, ce qu'on vise, c'est en effet cet enjeu de règles autonomes où les élèves se donnent à eux-mêmes leurs règles, font leur travail scolaire parce que ils ont l'impression que ça les émancipe. Enfin, voilà, c'est ce qu'on vise quand on est enseignant, quoi. Voilà. Donc, il y a un peu cette forme d'homologie qui est intéressante. Bref, tout ça, ça a été travaillé par des sociologues comme Sandrine Garcia, comme une forme de pédagogisation de la vie quotidienne dans les familles avec du capital culturel. Voilà. Et donc, elle explique plein de techniques et plein de stratégies qu'ont certaines familles pour rendre beaucoup de choses du quotidien, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, des formes d'entraînement par rapport à l'école. Voilà. Bon. Alors, malgré ces très fortes inégalités, on observe des trajectoires transclasses, qui sont très mises en avant médiatiquement d'ailleurs, de personnes qui ne sont pas dans des trajectoires de reproduction. Bourdieu lui-même n'était pas dans une trajectoire de reproduction terme à terme. Voilà. Et dans ces trajectoires transclasses, je passe vite, mais en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des focales méthodologiques pour aller comprendre justement ce qui a marché ou pas marché. Ce qui n'aurait dû pas marcher et a marché quand même dans certaines familles, et ce qui n'a pas marché alors que ça aurait dû marcher. Donc c'est des cas méthodologiques hyper intéressants. Alors Howard Baker, qui est un grand sociologue états-unien, il dit qu'il faut toujours s'intéresser aux cas négatifs. C'est ça le plus intéressant en recherche. Ce qui nous intéresse, c'est quand notre hypothèse ne marche pas et qu'il y a un cas négatif, c'est là qu'il faut aller l'expliquer et c'est là qu'on va faire le plus de plus-value de recherche en fait, parce que ce à quoi on s'attendait, finalement, c'est pas le truc le plus intéressant. Bon. Et notamment, donc là, je vous renvoie à un papier, un travail de thèse suivi de plusieurs papiers de Gaëlle-Henri Panabière. Elle a travaillé sur les méshéritiers scolaires. Donc son objet de thèse, c'est d'aller regarder des collégiens qui n'ont pas le niveau requis en mathématiques, donc qui ont moins de la moyenne en mathématiques en 5e, alors que leurs parents sont cadres. Ok, et donc là, énigme, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc déjà, elle montre qu'en fait, ils sont très peu nombreux. La plupart des enfants de cadres sont plutôt en réussite par rapport aux enfants d'ouvriers. Donc, ok, la théorie générale est validée. Mais dans ce contre-exemple-là, très rare, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, c'est très relié à des socialisations familiales qui vont dépendre de plein de choses, notamment de la position sociale des familles. Alors, j'explique. Elle montre, par exemple, que dans les familles où les parents sont en effet diplômés et cadres, mais que ce sont les premiers de leur famille à avoir atteint cette position-là, et ben en fait, ils n'ont pas de technique pédagogique de transmission de leur capital culturel, parce que quand ils étaient eux-mêmes enfants, leurs parents plutôt d'origine populaire ne leur ont pas transmis ce capital culturel. Donc en gros, l'ancienneté du capital culturel sur plusieurs générations, c'est un facteur lourd dans son modèle de régression logistique, pour expliquer cette question-là. Donc autrement dit, si vous êtes transclasse vous-même, faut faire attention à la manière dont vous allez essayer de transmettre votre diplôme un peu tout frais dans votre famille, parce que c'est pas forcément évident. Deuxième élément qui est intéressant, c'est très dépendant en fait, cette socialisation familiale, du temps qu'on passe avec les familles, avec les enfants. Donc, en fait, des parents qui sont diplômés mais qui sont très peu présents dans la cellule familiale, ils ne transmettent pas leur diplôme. Voilà, ça passe par du quotidien, de la quotidienneté. Et c'est pour ça que le diplôme de la mère compte plus dans les modèles sociologiques que le diplôme du père. Parce que dans l'organisation patriarcale actuelle, ce sont plutôt les mères qui vont socialiser les enfants. Et donc ça, c'est pareil, c'est hyper lourd dans nos modèles. C'est aussi pour ça que le rang de naissance compte. Alors aujourd'hui, dans les modèles quand on modélise les trajectoires scolaires, on a une surréussite des aînés
par rapport aux enfants qui ont un rang de naissance 2, 3, etc. Ou des enfants uniques, parce qu'en fait, ils bénéficient d'un temps de disponibilité parentale plus fort que leurs cadets, mécaniquement, puisque les autres sont obligés de partager le temps parental. Et aussi, alors je vais en reparler juste après, mais ce temps de disponibilité, il est d'autant plus fort que quand vous êtes aîné, vous êtes le plus éloigné possible dans l'histoire de votre famille de la rupture du couple parental. Voilà, par comparaison avec vos cadets, hein, n'est-ce pas, puisque vous êtes arrivé avant, donc c'est mécanique aussi. Et on va voir que ça compte juste après. Et puis finalement, ce qu'elle montre aussi plus qualitativement, c'est que cette disponibilité, elle est liée vraiment à un enjeu d'emploi du temps des parents. Est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce que c'est... Donc voilà, une des questions qu'on a par exemple en sociologie, c'est dans les familles très favorisées avec du capital culturel, mais où les parents sont toujours en déplacement à l'étranger, etc., et que c'est en fait des jeunes filles au père qui font la socialisation des enfants, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui est transmis vraiment? Et du coup, ça explique aussi des stratégies scolaires dans ces familles, par exemple de recours à l'internat. Parce que du coup, ça permet de contrôler la socialisation par une institution plutôt que par des autrui significatifs qui n'ont pas tout à fait la même position sociale que nous, que vous. Voilà. Et bon, puis finalement, ce qu'elle montre, Gaëlle-Henri Panabière, et qui est intéressant, c'est que cette socialisation, elle dépend de ce qu'elle appelle l'économie des relations intrafamiliales. Et qu'en fait, dès qu'il y a du conflit, des accidents biographiques, c'est-à-dire des maladies, des divorces, du chômage qui n'était pas prévu, et en fait, ça va impacter la transmission du capital culturel. Donc, notamment dans les familles où il y en a. C'est-à-dire quand il n'y a pas de capital culturel à transmettre, elle montre que, par exemple, la séparation des parents, les enfants sur lesquels ça a le plus d'effet, c'est les enfants qui sont plutôt de milieux favorisés. Parce que pour les autres, en fait, ils ne perdent pas cet avantage. Ils sont déjà... Voilà. Donc, ce petit avantage, il peut être perdu en cas de séparation, par exemple. J'avance un peu plus vite, mais il y a aussi beaucoup de travaux assez récents qui documentent les stratégies scolaires des familles. Alors moi, j'utilise le terme stratégie plutôt dans son sens conscient, même si on pourrait débattre de ça assez longtemps. Et donc, dans ces stratégies scolaires, on va avoir pas mal de sociologues qui, en France, à partir des années 80, vont documenter notamment l'évitement scolaire, c'est-à-dire le fait de scolariser son enfant dans un autre établissement que l'établissement de secteur, notamment dans le privé, mais aussi en ayant des dérogations pour le public, et puis parfois avec un évitement scolaire plus difficile à voir, qui consiste à déménager. Parce que du coup, en fait, on n'évite plus vraiment, puisqu'on a changé de secteur, puisqu'on a changé de logement. Mais en fait, il y a tout un enjeu de recherche avec des modèles économiques, notamment assez intéressants de Julien Grenet, pour essayer de montrer comment est-ce que, par exemple... Donc, ses collègues, par exemple, montrent qu'il y a un écart significatif du prix au mètre carré à Paris, entre deux rues, qui correspondent à un secteur scolaire d'établissement particulièrement sélectif et un autre un peu moins sélectif. C'est deux trottoirs de la même rue, avec le même type d'immeuble. Enfin, c'est pas lié au type d'appartement. Et du coup, ça crée des écarts de prix au mètre carré. Voilà. D'autres types de stratégies, ça peut être des activités extrascolaires. Et notamment, ce qu'on montre, c'est que les familles de milieux favorisés n'ont pas tout à fait le même type d'activité extrascolaire et que ce n'est pas lié au même type de socialisation après qui sont visées pour les enfants. Par exemple, quand on a du capital économique assez fortement, on va viser pas mal des activités individuelles qui renforcent le leadership, le dépassement de soi, la performance. Alors que quand on est plutôt sur des familles aisées à capital culturel, on va être sur du développement expressif, de la coopération, des sports d'équipe, voilà. Et puis que dans les classes populaires, c'est très lié aussi à l'offre et à son accessibilité, mais qu'on va être aussi beaucoup sur des sports d'équipe très genrés. Voilà, donc il y a aussi cet enjeu-là sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis des travaux plus récents, notamment ceux d'Anne-Claudine Holler, vont porter sur les cours particuliers. Qui en paye pour qui? Est-ce que ça marche ou pas en fonction de sur quoi on s'appuie. Et puis, on a le développement aussi récemment du coaching scolaire qui est lié au renforcement de la concurrence scolaire, notamment. Voilà, vous pouvez payer des gens pour vous aider à faire vos lettres de motivation sur Parcoursup. Ça coûtait, il y a quelques années, quand j'ai regardé le package complet, 500 €. Voilà, c'est pour information. Bref, ces stratégies, ce qu'on montre, alors c'est Agnès Danzantène qui montre ça notamment, c'est qu'elles dépendent toujours un peu de la part de capital économique et de capital culturel qu'ont les familles. Donc ce que j'appelle capital économique, c'est vraiment les revenus, mais c'est aussi le patrimoine. Puis le capital culturel, nous on synthétise ça par le diplôme, mais en fait c'est plus large que ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont en fait autodidactes et qui ont quand même acquis une certaine forme de capital culturel valorisé par l'école.
Et donc Van Zanten, elle montre notamment qu'il y a des familles qui ont des stratégies de colonisation des établissements scolaires. C'est notamment les familles d'enseignants du public qui sont très mal à l'aise, donc ont des dilemmes moraux hyper forts à éviter l'établissement scolaire de secteur, parce qu'eux-mêmes travaillent dans le public. Et donc ça les met dans une sorte de crise très, très forte, qui est documentée par cette chercheuse. Et donc une des solutions possibles, c'est une solution un peu collective qui consiste à essayer de maintenir son enfant dans l'établissement de secteur, mais en prenant de la place dans l'établissement pour contrôler la scolarité et construire ce qu'elle appelle des parcours protégés. Donc typiquement, en essayant de le mettre dans certaines options, d'avoir des rapports un peu proches avec les équipes, donc par exemple de s'investir dans les associations de parents. Voilà, bref, c'est ce qu'elle documente depuis un certain nombre d'années. Alors, ces stratégies, elles dépendent du contexte de résidence. Évidemment, quand vous habitez dans le 5e arrondissement, à côté je sais pas, du collège Henri IV, vous n'avez pas besoin de développer de stratégie. C'est pratique, vous mettez votre enfant dans le public, vous posez 0 question. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir déjà cette lecture spatiale à ce moment-là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se dire que les stratégies, elles changent au cours du temps. Il ne faut pas essentialiser ces stratégies. Les gens peuvent tester une stratégie, en fait en changer, y revenir, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est assez variable, quoi. Et alors surtout, ce que montrent les travaux, c'est qu'elles sont inégalement rentables, ces stratégies. Les familles populaires, elles aussi, vont développer de plus en plus de stratégies. Donc depuis les années 2000, en fait, on voit que dans des familles populaires, on va avoir recours au privé, par exemple, pour inscrire les enfants, parce qu'on se dit que ça va permettre de favoriser des scolarités, etc. Mais souvent, ces stratégies sont tendanciellement moins rentables que celles des classes moyennes et des classes dominantes, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le même type de privé auquel on va avoir recours, par exemple. Voilà, on ne va pas avoir tout à fait le même type d'encadrement des pratiques, et donc il y a un écart en termes de rendement. Alors j'arrive au petit b du grand 1, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. En gros, ce que montre l'approche bourdieusienne et qui est intéressante pour moi, c'est qu'il y a un rôle de l'école spécifique qui est intéressant sur ces inégalités scolaires, qui interroge les pratiques pédagogiques, les dispositifs d'orientation et les politiques. Donc il y a toute cette partie socialisation familiale, c'était la première partie de mon propos, les inégalités liées aux familles. Et là, je suis plutôt sur le versant, mais en fait, l'école elle-même favorise ces inégalités. Et donc, centrer le regard seulement sur les familles, la difficulté, c'est qu'on tombe sur cette théorie du handicap socioculturel très vite, quoi. Donc, pour décentrer un petit peu de cette vision-là, on peut aller regarder un peu comment l'école elle-même peut être lue par les sociologues. Bon, alors, Bourdieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait, l'école, c'est un arbitraire culturel. Et que du coup, on pourrait choisir d'autres formes de programmes, d'autres formes de compétences qui seraient beaucoup plus ajustées à la culture populaire, par exemple. J'ai vu que ça faisait partie d'un des cycles de conférences, donc voilà, je passe vite là-dessus. Mais donc l'idée, c'est qu'on pourrait définir les programmes, les attentes et les formats pédagogiques autrement, et ce serait sans doute plus favorable à certains types de classes sociales. Voilà, et donc aussi, il y a tout un ensemble de travaux qui sont assez critiques de la question de l'individualisation des parcours. Ça, on pourra en reparler, mais voilà, l'enjeu serait de construire un parcours qui ne soit pas individualisé parce que ça génère des inégalités dès qu'on fait un peu du à la carte, et en même temps quelque chose qui ne soit pas défavorable aux classes populaires. Donc c'est un peu le dilemme dans lequel on est en termes de propositions politiques. Sur les pratiques pédagogiques, on a quelques travaux récents. Alors Bonnery, il dit qu'il faut faire une sociologie de la pédagogie, mais qu'il y en a peu en fait, des sociologues qui travaillent sur la pédagogie en pratique, encore trop peu. Mais ce qu'on voit dans ces travaux quand même récents et relativement rares, c'est qu'en fait les enseignants, de manière très inconsciente, vont mettre en place des malentendus sociocognitifs qui sont défavorables aux élèves de classe populaire. Typiquement, ces malentendus sociocognitifs, c'est ce qu'on fait quand on a l'impression de faire travailler toute une classe sur un même exercice, alors qu'en fait, chaque élève va avoir une interprétation de la consigne et de l'exercice qui lui a été demandé. Donc, l'exemple type donné par Bonnery, c'est un exercice de collage de lettres en maternelle dans des mots croisés. Voilà, on découpe des lettres et on les colle pour faire des petits mots dans une grille de mots croisés, quoi, avec des élèves qui vont simplement faire une activité en fait, de découpage-collage, et d'autres élèves qui, quand on les interroge, en fait, ont fait une activité de découpage-collage, mais aussi un travail sur les lettres, et aussi peut-être même un travail sur les syllabes. Donc en fait, la même activité donne lieu à des univers d'apprentissage socialement différenciés, et du coup cumulatifs.
Et puis une autre manière d'interroger cette question des inégalités, c'est à partir des interactions entre élèves. Donc là, on rejoint tout à fait ce que disait Sébastien. Mais là, je vous donne une version un peu liée au genre. Donc ça, c'est une synthèse de Marie Durubella. Elle dit « Les enseignantes réagissent de manière différente au comportement d'agressivité et d'agitation, jugées déplorables mais naturelles quand il s'agit de garçons, condamnables quand il s'agit de filles, et de façon plus subtile, le volume d'attention accordé aux élèves varie selon leur sexe. Les enseignantes consacrent un peu moins de temps aux filles, 44% de leur temps, contre 56% aux garçons. Une différence qui peut paraître minime, mais n'est pas négligeable vu le temps qu'un élève passe en classe. Non seulement les enseignants interrogent plus souvent les garçons, mais ils passent aussi plus de temps à réagir à leurs interventions et à attendre leurs réponses. » Pardon. Bon, voilà. Et ça, je passe dessus. Mais en gros, Bonnery montre aussi qu'on peut analyser des lectures d'albums en regardant comment est-ce qu'on valorise ou pas les prises de parole. Mais ça fait vraiment écho à la présentation précédente. Et puis, il y a aussi un enjeu que les sociologues appellent la différenciation pédagogique active. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de pratiques pédagogiques où on ne fait pas exprès de différencier. C'est-à-dire on a l'impression de donner le même exercice et il y a une interprétation des élèves qui est différente de ce qu'on a dit. Bon, mais c'est inconscient, enfin, c'est pas fait exprès. Mais l'institution scolaire demande aujourd'hui aussi de pratiquer une différenciation active des activités, donc d'avoir une individualisation, d'essayer d'ajuster nos pratiques à la différence qu'on a face à nous. Et donc Bonnery dit que ça crée aussi des décalages dans les scolarités. La sollicitation spécifique des enfants les moins connivants à travers les tâches de bas niveau cognitif, donc c'est-à-dire en essayant de faire des choses qui sont faisables par ces enfants parce qu'on estime qu'ils n'ont pas forcément les capacités de faire la tâche à haut niveau cognitif qu'on propose à d'autres dans le même temps, peut pendant un temps, et notamment à l'école élémentaire, voire au tout début du collège, produire un effet de raccrochage à la scolarité par l'encouragement au travail. C'est-à-dire qu'en différenciant, on arrive à maintenir dans la tâche des élèves qui sinon pourraient décrocher. Mais elle devient inopérante à partir du moment où les acquisitions sont trop lacunaires et elle produit des effets de leurre sur ce que sont réellement les exigences scolaires. Et c'est ce qui explique, cette différenciation pédagogique, une partie de la décompensation qu'on observe au collège. C'est-à-dire des élèves qui se rendent compte, à partir de la 5e notamment, qu'en fait, ils n'ont pas le niveau attendu par l'école, alors qu'ils pensaient, en ayant à peu près la moyenne jusque-là, que du coup, c'était quelque chose de linéaire. En fait, on a des effets de décompensation dans les trajectoires scolaires. Alors là, j'aurais pu vous parler aussi de la question des jugements et représentations des enseignantes, mais bon, ça fait aussi écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bourdieu appelle ça les catégories d'entendement professoral. Comment est-ce qu'on parle des élèves, comment est-ce qu'on s'adresse à eux, qu'est-ce qu'on remplit dans les bulletins. Et donc, on a plein de travaux sociologiques sur la manière dont ces jugements varient selon la classe sociale, le genre, et puis on peut faire des hypothèses sur le fait que ça varie aussi selon la race, le handicap, etc. Je passe rapidement, mais vous pourrez aller lire si ça vous intéresse. Et finalement, dans des travaux récents, notamment ceux de Stanislas Morel, on voit que la manière dont les enseignants parlent des difficultés scolaires, c'est en recourant beaucoup, alors c'est ce que Sébastien appelait les facteurs internes. Stanislas Morel dit que c'est une psychologisation des difficultés scolaires par les enseignantes, qui se comprend parce que du coup, ça permet de les rassurer. C'est-à-dire si les difficultés scolaires, elles sont d'origine interne à l'élève, on ne peut pas y faire grand-chose, finalement. Voilà. Et donc, surtout, ça peut être pris en charge par d'autres personnes, notamment des orthophonistes, etc., etc. Et donc, on a pas mal de travaux récents sur cette question de la médicalisation des difficultés scolaires. Je vais passer vite là-dessus parce que je vais en parler sur Parcoursup dans quelques minutes. Mais il y a aussi tout un enjeu de travaux récents sur les dispositifs d'orientation. On montre qu'à note équivalente, on ne donne pas les mêmes conseils d'orientation selon qu'on est de classe populaire ou de classe sociale favorisée, notamment en fin de 3e et notamment pour l'orientation en voie professionnelle. Donc on a vraiment des élèves avec la note équivalente et en fait le conseil de classe ne fait pas les mêmes propositions. Et les ambitions des familles ne sont pas les mêmes, mais en plus de ça, on a une deuxième couche qui est que le conseil de classe ne fait pas les mêmes propositions. Et donc, in fine, on a des trajectoires qui bifurquent. Alors, Agnès Van Dantenne, elle a montré qu'on avait une canalisation des aspirations par l'institution. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire l'institution, les enseignantes, mais pas que, les forums d'anciens élèves, l'affichage qu'on a en classe, va participer à canaliser certaines aspirations, notamment vers l'enseignement supérieur. Et puis, bon, je reparlerai de Parcoursup tout à l'heure. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en sociologie des inégalités scolaires, on peut interroger le rôle des politiques publiques de manière assez forte quand on fait de la sociologie. Alors, il y a beaucoup de travaux sur l'éducation prioritaire aussi et la manière dont elle a pu être évaluée, positivement, négativement, etc. On a aussi des travaux récents qui sont hyper intéressants sur lesquels je pourrais revenir si ça vous intéresse, sur l'ouverture sociale des grandes écoles. Voilà, donc les conventions éducation prioritaire qui permettent de rentrer à Sciences Po, leurs limites, etc. Donc ça, c'est des pistes vives un peu de recherche actuellement.
Et bon, pour résumer, ces politiques n'arrivent pas à contrer les inégalités scolaires, et c'est surtout des politiques d'égalité des chances qui ne posent pas la question de l'égalité des places. Donc quand on fait de l'ouverture sociale à Sciences Po, on ne pose pas la question de la différence de dotation entre Sciences Po et l'université publique. Je le dis vite, mais c'est ça l'idée. Et donc des auteurs comme Christian Laval parlent de nouvelle école capitaliste pour interpréter ça, enfin le cadre théorique pour lire ces travaux, c'est de dire qu'on est dans un cadre actuel où on promeut le libre choix scolaire, donc y compris le choix d'établissement, on met en concurrence les établissements et les élèves, on a une approche très compétence, professionnalisation, et donc ça c'est aussi des travaux qui le montrent. Et donc pour faire la transition vers la deuxième partie de mon propos, que je vais rendre très synthétique, l'idée c'est que ces inégalités elles se marquent par leur dimension spatiale en fait. Donc Laval, il dit, c'est à l'intérieur de l'espace scolaire que les séparations sociales s'opèrent entre des filières nobles et roturières, établissements bourgeois et établissements populaires. Alors, quand on veut saisir cette question de la dimension spatiale des inégalités scolaires, le premier objet qu'on peut utiliser, c'est l'objet ségrégation scolaire. Donc le travail sur les ségrégations scolaires, il a émergé en France dans les années 80. C'est en fait assez tard parce qu'aux États-Unis, c'est une littérature hyper structurante dès les années 60, notamment parce qu'il y a un enjeu racial et un enjeu de déségrégation dès les années 60 aux États-Unis. Donc on a beaucoup de travaux de mesures, de rapports, etc. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus tardif. Et cet objet, en gros, il consiste à essayer de mesurer la concentration, plus ou moins inégale, d'élèves défavorisés, donc selon différents critères, ça peut être racial, mais classe sociale, etc. Donc d'élèves défavorisés dans certaines filières ou dans certains établissements de l'institution scolaire. Et alors, bon, cet enjeu de la ségrégation, ça va avec une lecture des inégalités qui sous-entend que rassembler ces élèves dans certains établissements, ça va décroître leur égalité des chances, ça va se traduire par des inégalités de trajectoire ensuite, notamment en termes d'orientation. Bon. Alors, pour Van Zanten, du coup, quand on dit qu'il y a de la ségrégation scolaire, c'est un terme très fort, hein, ça fait référence à la politique d'apartheid. Et donc, du coup, la ségrégation, ça dit à la fois qu'il y a bien une mise à l'écart institutionnelle, donc il y a des processus institutionnels, en fait. Voilà, donc il y a un rôle de la politique publique, sinon on ne peut pas utiliser ce terme de ségrégation. Donc il y a bien un effet de certains dispositifs de politique publique qui conduisent à séparer les élèves. Et deuxième élément, ça génère de l'inégalité. Si on avait de la politique publique qui séparait certains élèves, mais qu'à la fin, il n'y avait pas de différence dans les trajectoires, après tout, pourquoi pas? Voilà, donc pourquoi pas des groupes de niveau si à la fin, il n'y a pas de différence dans les trajectoires? C'est ça l'enjeu. Bon, de fait, il y a des différences dans les trajectoires, donc ça pose problème. Alors, ces ségrégations scolaires, en gros, c'est une accentuation des ségrégations résidentielles. Donc, on les trouve dans les espaces urbains, notamment dans les espaces urbains mixtes, où du coup, on va avoir des phénomènes d'évitement, etc. Alors, bon, c'est des mesures, donc à chaque fois, vous avez beaucoup de débats méthodaux sur comment on mesure, qu'est-ce qu'on mesure, etc. Et en gros, ce qu'on peut avoir comme résultat un peu récent sur la question qui, moi, me semble important à partager ici, c'est que quelle que soit l'origine sociale des élèves, ils ont des meilleurs résultats s'ils sont scolarisés dans un collège favorisé. Donc, il y a quand même une prime à être en coprésence d'élèves qui sont aussi d'origine sociale favorisée. Et c'est particulièrement vrai pour les garçons de milieu populaire, qui, eux, quand ils sont dans un contexte avec d'autres garçons de milieu populaire, voient leurs résultats baisser plus fortement que d'autres catégories. Ça pose ça, la question de la mixité, non seulement de la mixité sociale, mais aussi de la mixité académique, en fait. Parce que du point de vue pédagogique, c'est bien cet enjeu de l'hétérogénéité des classes qui est en jeu. Voilà, et ça, c'est documenté depuis les années 80, en fait. Ça fait écho au débat actuel sur les groupes de besoins au collège. Alors, bon, ça, je passe là-dessus parce que c'est pas forcément hyper intéressant, c'est un peu théorique. Mais en gros, pour saisir la dimension spatiale des politiques scolaires, on a plusieurs manières de travailler. Donc moi, c'est ce que j'essaie de produire comme recherche. D'abord, on peut travailler sur les périmètres des institutions scolaires. Donc le dessin des secteurs, le dessin des académies, le fonctionnement de la carte scolaire. Donc c'est hyper intéressant d'aller documenter, par exemple, les refontes de cartes scolaires quand on crée des établissements, par exemple, pour aller voir justement les débats sur est-ce qu'on fait passer le secteur par ici, par là, qu'est-ce que ça change? Et c'est vraiment des débats hyper intéressants. Est-ce que ce sont des géographes d'ailleurs dans ces départements? Parce que ce sont les départements qui ont cette compétence maintenant. Est-ce que ce sont des géographes qui vont utiliser des systèmes d'information géographique pour essayer de modéliser, par exemple, les effets de refonte de la carte scolaire? Ça, c'est des questions de recherche intéressantes à mon sens. Bon, plus généralement, on peut essayer de cartographier les dispositifs, les zones, les formations, et puis montrer qu'il y a du coup des offres de formation très inégales selon les territoires qui vont générer des inégalités. Et puis, on peut essayer de regarder comment fonctionnent les procédures d'orientation et s'il n'y a pas une prime à des gens locaux, locales, ou au contraire, internationaux, internationales dans certains dispositifs d'orientation. C'est une autre manière de regarder cette dimension spatiale.
Alors, avec cette dimension spatiale des politiques scolaires, on peut aussi lire la dimension spatiale dans les trajectoires des élèves et des étudiants, par exemple. Et donc là, je cite des collègues qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils parlent de sens du placement scolaire. Donc ça, c'est très bourdieusien, mais ils disent que c'est vraiment un sens du placement comme le sens du jeu, quoi. Comme sur un terrain de foot, est-ce qu'on sait à quel endroit se mettre pour attraper la balle? Il y a un sens du jeu scolaire qui se traduit par un sens du placement dans le champ scolaire qui est aussi géographique, en fait. C'est-à-dire quel établissement on va choisir et comment on va, par exemple, entraîner, ça c'est des travaux récents, entraîner les enfants à, par exemple, prendre le bus dès l'école primaire pour pouvoir éviter au collège. Donc ça, c'est les travaux de Rivière notamment sur la socialisation à la mobilité dans l'espace résidentiel pour anticiper peut-être un évitement de secteur ensuite. Donc c'est intéressant. Et grosso modo, ce qui est un résultat hyper solide du milieu des années 2000, c'est que quand on prend en compte la dimension spatiale, les modèles d'explication sociologique sont encore plus puissants pour comprendre justement ces inégalités dans le champ scolaire. Donc ce n'est pas une autre manière d'expliquer que la sociologie, c'est vraiment une manière de renforcer l'explication sociologique. Voilà, sur le plan, là pour le coup, des modèles, mais je pense aussi sur le plan vraiment théorique. Oui. Oui. Ouais, merci. Alors, l'idée, ce serait que, dans les modèles, donc dans les régressions qui sont faites par Poupeau et François, quand ils intègrent une variable géographique de localisation des élèves, c'est-à-dire dans quel secteur ils habitent et dans quel secteur ils sont scolarisés à l'entrée en 6e à Paris, et leur modèle de compréhension, la manière dont on peut synthétiser le poids des variables, est encore plus fort, encore plus solide que quand on ne prend pas en compte cette dimension. Autrement dit, expliquer l'évitement scolaire juste avec les caractéristiques d'origine sociale des parents, leur diplôme, etc., ça marche déjà très bien dans les modèles. Mais si on rajoute dans le modèle une variable géographique, en fait, on rend compte beaucoup mieux de la manière dont ça se passe. Ça semble peut-être évident, mais en tout cas pour les sociologues, ça ne l'est pas. Pour les géographes, ça l'est. Mais pour les sociologues, avoir cette dimension spatiale localisée, c'est-à-dire où est-ce qu'on habite, par exemple, et du coup, quel collège on va choisir précisément, c'est-à-dire peut-être même la distance au collège, avec des matrices de distance, ça, ce n'est pas forcément une variable qui est présente dans beaucoup de modèles. Et on a quand même une sociologie de l'éducation, alors, je ne sais pas si vous l'avez senti dans mon propos un peu dans la première partie de ce que j'ai dit, mais qui est très au niveau national, grande régularité, l'ADEP, c'est très, donc c'est des grandes enquêtes, des panels, etc. Et là, du coup, l'idée, c'est de montrer que quand vous ajoutez une précision vraiment géographique, on comprend encore mieux la force de la reproduction sociale. Voilà. Ce qui est pas forcément évident pour tout le monde, y compris pour des bourdieusiens hyper... voilà. Bourdieu lui-même est hyper critique on pourrait débattre pendant des heures là, mais Bourdieu lui-même n'est pas un fervent de la prise en compte de l'espace géographique dans ses analyses. Il dit que ça fait parfois des effets d'écran qui masquent la structure sociale. Donc, je ne sais pas si ça vous aide de voir ça, mais donc pour lui, l'espace, c'est un truc qui va brouiller un peu... je le dis un peu à la louche, parce que voilà, mais en gros, ça brouille, ça crée des effets d'écran, ça peut créer des erreurs parce qu'on observe de manière trop proche ce qui se passe. Il vaut mieux le regarder avec des grandes régularités, etc. Et du coup, ces collègues-là, et moi je suis dans cette perspective-là, on a tendance à dire, non, justement, on peut rajouter de la précision, ça va nous permettre de comprendre encore mieux les grands modèles qu'on voit au niveau national. Bon, c'est un débat un peu peut-être théorique, mais voilà. Je vais finir de raconter des choses. Là, il me reste en gros 10 minutes, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, je vais finir par vous parler de Parcoursup, puisque chose promise, chose due. Donc moi, mon travail de recherche, c'est de comprendre le fonctionnement de Parcoursup en ce moment. Donc Parcoursup, c'est un système qui succède à 2 autres systèmes d'affectation. Là, je vous parle de l'Île-de-France, mais Parcoursup, c'est national. Ravel, c'est un système de sectorisation en Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, c'est spécial. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup de gens affectés à l'entrée à l'université, notamment. Donc, il y avait un système de sectorisation. Ça a été remplacé après par Admission Post-Bac, qui était un premier portail national qui concernait toute la France en 2009. Et Admission Post-Bac a été remplacé en 2018 par Parcoursup. Cette évolution, on peut l'analyser comme un assouplissement de la carte scolaire. C'est-à-dire aussi ce qu'on observe pour le niveau primaire-secondaire. Donc on le voit aussi dans le supérieur, et ça va avec cette question de la promotion du libre choix scolaire qu'on voit sur le plan politique. Et donc Parcoursup, nous on l'a travaillé avec pas mal de collègues comme une gouvernementalité néolibérale de l'affectation, puisque dans Parcoursup, on étend la sélection
notamment au secteur universitaire. On renforce le fait de faire des lettres de motivation pour tous les vœux qu'on produit, par exemple. Et on va renforcer aussi beaucoup les indicateurs. Donc le modèle de Parcoursup, c'est l'orientation active qui était déjà présente dans APB, hein, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça va être renforcé et où du coup, quand vous vous connectez sur Parcoursup, on va vous donner des pourcentages de taux de réussite, taux d'échec en fonction du type de bac, etc. Combien il y a eu d'admis, en gros la sélectivité de la formation, en espérant que ça va vous aider à faire un choix rationnel, mais dont on sait qu'en fait, les personnes de classe populaire ou les femmes, par exemple, vont le prendre comme des très fortes limites, parce que du coup, voilà, ça rejoint aussi ce que disait Sébastien, hein, sur comment est-ce qu'on se sent plus ou moins à l'aise et contraint par la mise en concurrence avec d'autres personnes. Donc cette mise en concurrence, je rappelle que dans la socialisation familiale, les enfants de classes plutôt favorisées sont socialisés à la mise en concurrence très jeunes, notamment à travers des pratiques sportives, pas que, mais en partie, et notamment les hommes. Donc, c'est pas rien d'avoir un système qui utilise ce type de critères-là pour fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec les collègues? On a regardé, par exemple, les réorientations et comment elles pouvaient être mises un peu en difficulté par la plateforme. C'est un travail dont je n'ai pas le temps de parler là. On a regardé aussi comment ça marchait, par exemple, dans le 93, donc la Seine-Saint-Denis, en termes de vœux et d'affectation. Je commande ça très rapidement, juste pour vous montrer un peu l'idée. On a comparé les candidatures et les affectations par APB puis par Parcoursup, donc en 2017 puis en 2019, à Paris et en Seine-Saint-Denis, pour plusieurs types de filières, des licences, des IUT, des BTS, des CPGE. Et en gros, ce qu'on montre, hein, c'est que sur les candidatures, on voit une évolution forte entre les deux systèmes à 2 ans d'intervalle. C'est-à-dire qu'en seulement 2 ans, on voit que les candidatures ont été assez reconfigurées par le changement de plateforme. Donc par exemple, on est passé de 56% des candidatures dans APB qui étaient destinées aux licences à seulement 46%. C'est une baisse de 10 points en 2 ans, c'est vraiment très fort. Et c'est compensé par une augmentation qui est particulièrement sensible en Seine-Saint-Denis par des vœux vers des BTS. Parce que la Seine-Saint-Denis est un département très populaire, mais peut-être qu'on verrait des choses de ce type-là dans certaines autres régions plutôt populaires, où du coup les élèves de milieu populaire vont demander plutôt des BTS, des STS, etc. Et donc on voit qu'on est passé par exemple de 62% de vœux en licence dans APB 2017 à 33% dans Parcoursup en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un effondrement des souhaits de poursuite d'études en licence. Et du point de vue des affectations, par contre, c'est hyper stable, voire ça se renforce dans l'autre sens. Donc on a une disjonction entre ce que veulent faire les gens et ce dans quoi on les affecte, ce qui est intéressant à noter. Donc par exemple, on voit que 61% des propositions d'admission étaient faites en licence en 2017, on passe à 65% dans Parcoursup. Et idem en Seine-Saint-Denis, on voit que ça augmente aussi. On est passé de 60 à 61. Et on voit aussi qu'en BTS, c'est hyper stable. On a 20% d'affectation, parce qu'en fait, les capacités d'accueil n'ont pas bougé, quoi. Donc comme les capacités d'accueil ne bougent pas, on affecte les gens à peu près de la même manière dans le système d'enseignement supérieur. Par contre, la plateforme a généré des aspirations qui étaient tout à fait différenciées. Autre élément dont je pourrais parler là, Parcoursup, ça a été analysé comme une gestion des risques par des collègues qui sont notamment liés à des angoisses très fortes documentées qualitativement, comme une épreuve avec des files d'attente. Alors un des trucs nouveaux de Parcoursup, donc peut-être qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a une affectation au fil de l'eau, par file d'attente. Alors que dans l'admission post-bac, c'était 3 sessions synchronisées en procédure normale. Donc tous les candidats, toutes les candidates avaient une réponse le même jour, à la même heure, dans la France. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est à partir du moment où Parcoursup ouvre, chacune va recevoir des propositions d'affectation au fil de l'eau et ça peut durer très longtemps. Et donc, c'est aussi un truc intéressant à lire par rapport à la présentation de Sébastien, parce qu'en fait, on est dans une situation où on va voir justement la concurrence en fonction de son rang d'affectation, de qui a eu des réponses parmi ses amis, etc. Et donc, ça va générer beaucoup d'angoisse et c'est assez difficile. Bon, je passe là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en région parisienne, il y a une modification de la priorité académique qui auparavant était à l'académie et qui maintenant marche à la région académique. Et du coup, les universités parisiennes aspirent les meilleurs bacheliers des académies de Créteil et Versailles, hein, comme on aurait pu s'y attendre. Et donc, on voit qu'en l'espace de 3 ans, on a beaucoup de bachelières générales mentionnées bien et très bien, qui vont basculer, donc là c'est en droit, vers Paris, beaucoup plus que ne le permettait le système précédent. Tout ça, on peut l'analyser aussi avec une option un
peu géographique en faisant des cartes. Donc moi, j'adore faire des cartes de bassin de recrutement des formations, c'est un peu ma passion. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est justement que le recrutement va s'élargir. Ça, c'est Paris 2 à SAS en droit. Vous voyez que dans APB, comme il y a une priorité académique, ça recrute vraiment que dans Paris, quoi. C'est vraiment un recrutement hyper parisien. Et puis, comme Parcoursup élargi à la région Île-de-France, et ben on va avoir des nouvelles communes qui vont arriver, notamment dans l'ouest parisien plutôt bourgeois, n'est-ce pas, avec des communes comme Saint-Germain, etc., qui vont envoyer des candidats vers ces formations. Et de la même manière, on va voir que Paris 5, qui a un recrutement un petit peu différent, va restructurer un peu son recrutement. Quoi vous montrer? Alors du coup, les mauvais élèves, entre guillemets, j'y vais à la louche, hein, mais les mauvais élèves parisiens, en fait, ils trouvent plus de place dans les universités parisiennes puisqu'ils sont plus prioritaires en droit. Et donc, ils vont aller s'inscrire dans d'autres universités. Donc là, par exemple, c'est Nanterre, mon université, dont on voit qu'elle recrutait pas du tout à Paris et qui va se mettre à recruter à Paris. Mais elle va pas recruter n'importe qui à Paris. Elle va recruter plutôt les bacheliers qui ont un moins bon niveau scolaire, donc qui sont moins mentionnés. Bref, ça, moi, je l'analyse comme une augmentation de la sélection du point de vue académique. D'accord, cette mise en concurrence, elle contribue à une ségrégation, pas tellement sociale, parce que le bonus boursier dans Parcoursup permet justement de maîtriser cette question de la mixité sociale. Par contre, on va avoir une hétérogénéité croissante des formations sur le plan scolaire, et donc pédagogiquement, ça pose question. Est-ce qu'on fait le même enseignement en licence de droit à Nanterre qu'à Assas, au final, puisqu'on n'a pas tout à fait le même type de recrutement. Voilà, et donc je voulais finir en vous parlant un peu des possibles de recherche. Là, on ouvre un nouveau travail sur mon master avec plusieurs collègues. On va essayer de documenter le fonctionnement des commissions d'évaluation des vœux, c'est-à-dire comment est-ce que les collègues travaillent. Donc, c'est un peu un enjeu de socio du travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répartit le travail, combien d'heures on a pour faire le travail, est-ce qu'on est payé pour faire ce travail, c'est quoi les critères, comment c'est négocié, avec qui, enfin voilà. Est-ce qu'a changé la plateforme par rapport à avant, où c'était déjà un peu sélectif comme l'entrée en master. Donc peut-être que ça change moins de choses que Parcoursup. Voilà, c'est ça notre question. Et puis moi, je trouve que ces plateformes d'affectation, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de s'interroger sur ce que vivent les candidats, les candidates, comment fonctionne le travail d'accompagnement à l'orientation, mais aussi comment ça fonctionne du côté universitaire. Et puis en fait, c'est quand même des outils de gouvernement. On nous présente souvent ces plateformes comme des outils techniques, alors qu'en fait, nous, on pense avec les collègues qu'il y a des enjeux idéologiques en fait, de le libre choix scolaire, la concurrence, l'acteur rationnel, individuel. On postule que les gens font leurs vœux de manière individuelle, ce qui est en fait un contresens sociologique. Voilà. Et donc, je conclus là-dessus, mais en gros en disant qu'on peut travailler à différentes échelles, qu'il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais moi, typiquement, mon premier travail de recherche était sur la gestion des comportements enfantins à l'école maternelle et comment ça s'appuyait sur les espaces. Donc l'idée, c'était d'aller regarder l'organisation des coins, la régulation des circulations, est-ce qu'on court pas, etc. Et donc, il y a d'autres types de lectures géographiques qui sont beaucoup plus à échelle micro, qui sont hyper intéressantes pour comprendre les inégalités scolaires. Et que ces inégalités-là, de fait, il faut toujours avoir la double casquette, les regarder à un temps T comment elles se construisent, essayer d'avoir toujours la cumulativité. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur la maternelle. Les collègues, ils ont souvent la maternelle comme objet de recherche parce que ça permet d'éliminer le caractère un peu cumulatif, puisqu'on est au stade 1 des scolarités. Moi, je travaille sur l'enseignement supérieur. Donc, méthodologiquement, j'arrive en bout de chaîne sur des processus hyper longs. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir les deux angles. Donc, voilà, on a commencé avec l'école maternelle. Là, je finis avec l'enseignement supérieur, mais ça vous donne un peu deux perspectives. Ou du coup, quand on travaille sur l'enseignement supérieur, on est toujours aussi obligé d'avoir cette question de la cumulativité en tête. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, puisque c'est pas pour rien que les gens font des entretiens pour aller dans certaines écoles maternelles à New York. C'est qu'en fait, ils visent certaines universités. Voilà. Donc il y a une organisation par capillarité descendante qui fait que la manière dont on rend sélectif et concurrentiel l'enseignement supérieur va peser sur les stades précédents des scolarités. Et on pourrait penser, par exemple, je finirai peut-être là-dessus, qu'un enseignement supérieur un peu moins hiérarchisé, un peu moins inégal, ça allégerait un petit peu le poids des inégalités dans le reste des scolarités. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Y a-t-il des questions? Oui. D'abord, merci pour cette présentation hyper intéressante. J'ai une question qui est un peu à la croisée de vos deux parties, Oui. Notamment sur la politique de l'offre scolaire, Ouais. qui
prend en compte à la fois le capital culturel et la construction de capital culturel par l'école, Ouais. et les effets d'évitement. Et comment prend en charge la recherche, justement, comment est-ce que la recherche prend en charge cette question, à la fois et surtout je pensais à l'éducation prioritaire, à comment permettre à des élèves d'éducation prioritaire de construire un capital culturel qui va être valorisé notamment pour accéder au supérieur et au supérieur sélectif, tout en prenant en compte ces effets d'évitement et de dérogation aussi à côté. C'est une super bonne question, merci beaucoup. C'est presque pas avec des chercheurs et des chercheuses qu'il faudrait poser cette question, mais plutôt avec des acteurs publics. Typiquement, je sais que dans le 93, avec qui je travaille pas mal, ils ont des réflexions comme ça sur comment est-ce qu'on arrive à avoir une politique, enfin des politiques un peu qui soutiennent les projets établissements de manière à limiter l'évitement scolaire, tout en ayant quand même un enjeu d'équilibrage, mais qui évite les effets de stigmate. Bon, voilà. Moi, ma réponse sur le fond, sur cette question de l'offre scolaire, c'est que plus vous avez de différenciation d'offres scolaires, plus vous avez d'inégalités. Et du coup, c'est ce qu'on a très bien vu avec la mise en place du collège unique en 75, par exemple. Donc c'est une situation presque expérimentale du point de vue de la recherche historique. Ce qu'on voit, c'est que ça réduit beaucoup les inégalités au niveau collège. Donc on passe de plus de 2 collèges, les CEG, CES, à un collège unique. Et du coup, ça va faire baisser les inégalités. Et plus vous mettez d'options, plus vous mettez de groupes de niveau, et plus vous allez différencier en fait les canalisations institutionnelles qui vont en fait rejouer des inégalités de capital culturel. Donc là, dans un livre récent qui date de 2022 ou 2023, Cédric Hugré et Tristan Poulawec, dont je pourrais vous donner aussi les références si ça vous intéresse, ils disent, donc eux leur proposition, c'est un baccalauréat unique. Donc politiquement, une manière de gérer ça, et donc c'est des chercheurs qui travaillent sur la question de la démocratisation scolaire, et eux ils disent, en fait, là on a un stade des scolarités où il y a tellement de différenciation, donc typiquement les doublons de spécialité, etc., bref, qu'en fait ça génère des très très fortes inégalités, pas seulement de classe sociale, mais aussi de genre, donc je ne vais pas vous refaire le paragraphe sur les filles qui vont plus en mathématiques, mais bon, vous voyez l'idée. Et du coup, il faudrait un tronc commun, qui était déjà proposé par ailleurs au sortir de la guerre, donc dans le plan d'Angevin-Ballon, c'est une des propositions qui est faite de réduction des inégalités sociales, c'est une propédeutique pour tout le monde, la même, à l'entrée dans le supérieur. Et donc voilà, une des propositions politiques appuyées sur la recherche, ce serait unifier les scolarités au maximum pour éviter les effets de stigmatisation, de ce que les collègues appellent parfois le nivellement des curricula, qui fait qu'on ne fait pas tout à fait le même programme dans les établissements d'éducation prioritaire que dans d'autres établissements. Voilà. Donc essayer de changer les programmes, d'unifier les scolarités, et ça en fait ça passe avec des politiques de mixité académique. Alors notamment, donc ça c'est l'enjeu, le levier clé sur la ségrégation scolaire, c'est que pour l'instant, en l'état actuel, on finance beaucoup l'enseignement privé au niveau primaire secondaire, sans qu'il y ait aucune contrainte en termes de mixité sociale. Et que donc ça génère énormément d'évitement. Et donc c'est à la fois une question de gestion des ressources publiques dans un contexte où elles sont rares, mais aussi en termes d'efficacité de la politique publique. Si vous créez des établissements éducation prioritaire, mais qu'il y a des possibilités de les contourner pour les personnes qui ont les moyens, en fait vous tirez une balle dans le pied. Donc voilà, il y a à la fois cet enjeu d'unification, et dans cet enjeu d'unification, il y a aussi un enjeu de régulation de l'accès à l'offre scolaire pour essayer de stabiliser les choses. Bon, pour rendre l'évitement non souhaitable, en fait. Si c'est la même chose d'avoir un diplôme de droit à Villetaneuse, qui est une université très populaire, ou à la Sorbonne, autant aller à Villetaneuse si vous habitez à côté. Ou vous allez peut-être avoir des meilleures conditions pédagogiques, un taux d'encadrement plus correct. Voilà. C'est ça l'enjeu de la politique publique, à mon sens. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous arriveriez à m'expliquer pourquoi on est depuis maintenant plus d'une trentaine d'années en train de développer des politiques néolibérales avec compétitivité, mise en compétition aussi des établissements entre eux, pseudo-responsabilisation des échelons inférieurs, mais qui doivent quand même suivre des orientations nationales qui sont très cadrées. De ma connaissance, je sais que c'est parce que c'est une orientation, on va dire, plutôt internationale, mondiale. On veut répondre aux objectifs PISA, par exemple. Mais ce que je constate aussi, c'est que ça ne fonctionne pas des masses, puisqu'on est toujours en bas du classement. On continue de développer des inégalités et je n'arrive pas à comprendre, et peut-être que vous arriveriez à m'expliquer,
pourquoi est-ce qu'on persiste alors que les résultats ne sont pas bons ? Alors c'est une vraie bonne question. C'est un enjeu de recherche intéressant. Je pense qu'il faudrait aller voir aussi du côté de la culture de recherche dans les ministères et dans les personnels politiques. C'est pas anodin qu'on ait des grandes écoles qui forment tous ces hauts corps de l'État, qui sont pas des écoles où on forme à la recherche par la recherche. Et donc du coup, on a des gens qui sont des personnes qui synthétisent très bien des travaux, qui font des bonnes notes de synthèse, mais qui n'ont pas été forcément formés à la recherche, aux problématiques scientifiques, à cette littérature-là, etc. Et de fait, on a un peu du mal à faire passer un certain nombre de résultats, dont certains qui sont vraiment stabilisés depuis les années 80, dans des politiques d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là. Après, sur le fond, je pense que si on met en concurrence les établissements, c'est parce qu'il y a un intérêt politique à le faire, qui est lié au nouveau management public, en fait. C'est alors, comment dire ? C'est intéressant parce qu'il y a des chercheurs qui, par exemple, travaillent sur l'éducation prioritaire d'une manière historique et qui montrent que l'éducation prioritaire, c'est souvent un laboratoire des politiques publiques. Et que donc, par exemple, les premiers indicateurs, travail par projet, partenariat, voilà, toutes ces choses qui avaient l'air hyper chouettes dans les années 80, en fait, ça s'est retourné finalement contre le système scolaire parce que ça a été élargi au système scolaire. Et du coup, cette éducation prioritaire laboratoire, elle permet aussi de tester des techniques de management qui permettent d'économiser des moyens et de faire en sorte que les personnes pensent que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. En gros, le fond, la réponse bourdieusienne à ça, c'est de dire « Ah non, mais vous voyez, on fait quand même des politiques publiques, on essaye, mais du coup, ça ne marche pas. » Alors qu'en fait, on n'essaye pas du tout dans le sens qui semblerait indiqué par les travaux de recherche tels que moi je les lis. Et du coup, si ça ne marche pas, c'est que c'est les gens en fait qui n'y arrivent pas. Donc il y a un enjeu de responsabilisation individuelle qui fait qu'ensuite les gens acceptent leur position dans la société. Donc c'est une technique de... Là, je vous répondrai un peu avec Foucault, donc je suis pas philosophe, mais je vous dirais, c'est de la gouvernementalité néolibérale. C'est ce que je disais dans la diapositive sur Parcoursup. Une de nos hypothèses de recherche avec les collègues, c'est de dire que l'intérêt de Parcoursup par rapport à PB, parce que c'est pas optimal en termes d'instruments de politique publique, Parcoursup, ça fonctionne moins bien à l'affectation. Tout le monde panique pendant 3 mois. On ne sait même plus qui veut faire quoi en termes de premier vœu, donc en termes de gestion des capacités d'accueil, c'est quand même spécial. Donc voilà, il y a un enjeu un peu de ce type-là. Pourquoi est-ce qu'on le met en place ? C'est parce qu'en fait, ça a des effets sur les individus. Et Foucault dirait, les effets que ça a sur les individus, c'est que ça les discipline. Et que maintenant, tout le monde au lycée se dit, à partir de la seconde, oh là là, mais il y a Parcoursup, le bac en plus maintenant est en contrôle continu, chaque note compte. Voilà, et bon, nous on sait que les examens en contrôle terminal, c'est favorable aux élèves de milieu populaire dans les modèles statistiques par rapport au contrôle continu. Ça, c'est les travaux de Pierre Merle qui montrent ça très bien. Mais les gens sont rassurés par le contrôle continu. Donc on les brosse dans le sens du poil en disant vous allez avoir du contrôle continu, ça fait moins peur qu'un examen. En fait, c'est défavorable aux élèves les plus faibles et aux élèves de milieu populaire. Et à la fin, tout le monde est stressé pendant 3 ans. Voilà. Moi, je pense que c'est un enjeu de gouvernement des corps, c'est un enjeu de contrôle des gens. Voilà. C'est pas hyper joyeux, désolé. Mais... Une autre question ? Moi, j'en ai une, oui. du coup, par rapport aux stratégies qui sont mises en œuvre par les familles. C'est rigolo parce qu'il y a des choses que je n'avais pas forcément conscientisées. Là, je parle en tant que maman. Vous avez dit que en fait, les stratégies pouvaient bouger en fait, d'un temps à un autre. Mais il me semble qu'il y a quand même des endroits, des bassins, des contextes pour lesquels il y a certaines stratégies qui sont plus utilisées que d'autres. Est-ce que ces éléments ont été documentés ? Pour aller un peu plus loin, j'ai le sentiment que quand on est dans un cadre où il y a beaucoup d'écoles privées, comme ça peut être, par exemple, je pense qu'en Bretagne et dans le Nord, il me semble avoir lu que c'était des lieux où le privé avait une place très importante. Il y a un peu... ces discours auprès des parents sur qu'est-ce qui serait mieux pour réussir, pour que leur enfant réussisse leur vie, avec une pression de ce point de vue-là. Est-ce que c'est des choses qui ont été documentées sur une forme d'effet d'entraînement et d'une part, et d'autre part,
est-ce que, du coup, ces éléments-là sont pris en compte? Enfin, j'ai le sentiment qu'elles sont peu prises en compte dans les politiques publiques. On parle beaucoup de réduction des inégalités, avec cette volonté de réduire les inégalités. Vous l'avez cité notamment par le fait de prévoir, en fait, dans Parcoursup. Enfin, je savais pas que c'était dans le calcul de Parcoursup du point de vue des bourses, mais je savais qu'il y avait des places réservées pour les élèves qui étaient peut-être de milieux plutôt défavorisés. Mais est-ce que du coup, c'est des éléments qui... Il y a eu des choses, des velléités de réduire un peu cette place du privé, parce que ça mène quand même du coup à des écoles fortement ségrégées, et pour lequel, si je vais jusqu'au bout, ça amène quand même une drôle de société où on peut quand même se dire que les écoles les plus prestigieuses privées qui vont pousser les élèves vont plutôt les amener à des postes de cadres, ils vont devenir cadres, ils vont encadrer des personnes qui seront plutôt de classe ouvrière, et en fait ils en auront jamais rencontré durant leur scolarité. Voilà, excusez-moi, j'ai été très longue, mais... Non, c'est une super bonne question, merci beaucoup. Il y a cet enjeu de l'école comme lieu de mixité académique ou de mixité sociale. En fait, c'est deux variables qui sont corrélées très fortement en France. C'est-à-dire que c'est la théorie de Bourdieu, hein, votre origine sociale se transmute petit à petit en niveau académique, mais c'est pas parce que c'est corrélé que c'est la même chose. Et du coup, dans les analyses de ségrégation, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plusieurs variables. On regarde l'origine sociale des élèves, on regarde leur niveau académique, et on regarde les endroits aussi où c'est pas tout à fait superposé. Voilà, donc ça c'est pour répondre sur le plan méthodo. On peut aussi regarder, par exemple, alors l'origine raciale, on n'a pas ces données-là en France dans la statistique publique, mais il y a des collègues qui ont des techniques de contournement habiles. Par exemple, Georges Felouzi, il avait travaillé sur les prénoms des élèves dans l'Académie de Bordeaux. Il a tout recodé. Alors c'est un proxy, il y a des erreurs. Voilà. Donc moi je m'appelle Leïla. Voilà. Mais ça permet quand même de voir des taux de ségrégation liés au prénom et à l'origine du prénom qui sont dingues. Voilà, et ça, c'est au milieu des années 2000. Bon. Ça, c'est sur la question de comment est-ce qu'on essaye de regarder ces enjeux-là. Sur le privé, il y a des travaux, notamment les travaux sur les ségrégations scolaires au collège. Souvent, on prend en compte le privé parce qu'on a quelques données dessus. Moi, quand j'ai fait mon post-doc sur les ségrégations scolaires en Seine-Saint-Denis, j'ai enquêté les établissements privés aussi à Saint-Denis, pas seulement les établissements publics. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des établissements privés qui n'ont pas tout à fait le même type de stratégie aussi. Donc, il y a des établissements privés qui vont viser une certaine mixité sociale parce qu'elle va être valorisée par le rectorat aussi, que ça va leur donner accès à certaines ressources, etc. Mais que derrière cette mixité sociale, il n'y a pas vraiment de mixité scolaire. Et c'est là, moi, que ça m'intéresse, c'est qu'en fait, la mixité sociale, c'est aussi un mot d'ordre qu'on a beaucoup dans les politiques publiques, alors qu'en fait, pédagogiquement, ce qui devrait nous intéresser, à mon sens, c'est plutôt la mixité académique, pour faire progresser des élèves dans les classes, etc. Et que donc, on se retrouve aujourd'hui avec certains établissements privés, donc de Saint-Denis, par exemple, qui ont une mixité sociale assez importante, mais en fait, il y a des variables cachées derrière, et donc les enfants de classe populaire qui sont inscrits sont plutôt des enfants de classe populaire particulièrement investis dans l'école pour leurs enfants, etc., qui n'ont pas de problème de comportement, qui ont passé les entretiens et qui ont des bons résultats. Et donc, en fait, c'est pas n'importe qui. Et c'est pareil pour les boursiers de Parcoursup. Le quota de boursiers dans Parcoursup, c'est pas un nombre de places réservées à l'admission, c'est au moment des propositions. Donc en fait, c'est pas contraignant sur l'admission, c'est contraignant sur la proposition. Donc ça dépend de si les boursiers l'acceptent ou pas, cette proposition. On a plein de boursiers qui peuvent ne pas l'accepter parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce que... Bon, voilà. Et donc ces propositions qui sont faites, elles sont faites dans l'ordre du classement. Donc on va proposer au premier... En fait, on va faire remonter les premiers boursiers du classement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un très long classement pour les formations. Et le recteur, en négociation avec les formations, dit là, il nous faut 20% de boursiers dans cette formation, parce que ça correspond à peu près à ce qu'il nous faudrait. Bon, bref, ça, c'est un autre problème de comment on fixe le quota. Et du coup, on va descendre dans la liste. Et donc, à partir du moment où on ne respecte plus les 20%, on va sauter toutes les personnes jusqu'au prochain boursier qu'on va faire remonter. Tac, c'est bon, on respecte les 20%. Ah, là, on ne respecte plus, on redescend dans la liste. Hop, on remonte. Et en fait, c'est qui ces boursiers qui font de la mixité sociale à la Sorbonne ? C'est des gens qui ont un excellent dossier scolaire. Et donc, en fait, on est sur un système scolaire aujourd'hui qui est très segmenté du point de vue du niveau académique. Et je pense que l'enjeu politique de la mixité sociale, c'est se tromper un petit peu de focale. D'où l'enjeu des groupes de besoins au collège. En fait, la focale, ce serait celle-là politiquement.
C'est-à-dire qui on a comme élèves devant nous dans les classes. Et ça rejoint aussi ce que disait Sébastien sur le fait que c'est pas tellement l'origine sociale en elle-même qui est intéressante dans la progression des élèves. C'est en quoi cette origine sociale est le support de socialisation, donc de certains rapports au contenu scolaire, et donc finalement, voilà, d'une proximité ou d'une distance à l'école. Et donc, ce qui serait intéressant pour réduire les inégalités sociales, c'est pas tellement de mettre des quotas de boursiers, ce serait plutôt de limiter les inégalités pédagogiquement. Et sur le rôle du privé, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. Et d'ailleurs, le fait que l'école maternelle ait été rendue obligatoire par la réforme Blanquer, c'est une manière de surfinancer le privé. Parce que du coup, maintenant, l'État compense la masse salariale de l'école maternelle pour le privé, ce qui n'était pas le cas avant. On finançait la scolarité obligatoire dans le privé comme forme de délégation de service public entre 6 ans voilà, et la fin de la scolarité du secondaire, quoi. Enfin, et maintenant, on paye aussi des écoles privées qui vont faire l'école maternelle. Alors que voilà, c'était un des enjeux de cette réforme, c'était aussi de transférer une certaine manne financière. Et là, je ne vous parle même pas, mais on peut finir là-dessus, du financement de l'apprentissage, par exemple. Et donc, il y a vraiment des enjeux budgétaires qui concernent aussi cet enjeu privé-public, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans le public, mais qui bénéficie, en fait, comment est redistribué l'argent public dans le système scolaire. Et à qui bénéficie aux grandes écoles ou pas, à ceux qui sont en apprentissage ou pas. Est-ce que c'est vraiment les gens qui sont de milieux populaires qui sont le plus en apprentissage? Il y a aussi beaucoup d'ingénieurs en apprentissage. Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux qu'il faudrait... enfin, que les collègues travaillent à objectiver, quoi. Mais ce serait ma réponse. Merci beaucoup. On s'arrête là. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette excellente conférence. Vraiment, c'était passionnant. Bravo.